les tunnels. Les tunnels, il y a des centaines de tunnels, comme vous le savez. Moi, ce qui m'a été dit, et ce que j'ai constaté, c'est que ces tunnels sont répertoriés. Ce sont des entreprises. C'est le maire de Rafah, qui s'appelle El Natchar, qui enregistre tout ça. Les tunnels sont déclarés avec les propriétaires, les salaires des employés, les assurances, parce qu'il y a des morts. Il y a eu 200 morts dans les tunnels depuis que les tunnels existent. Avec des dédommagements pour la famille qui sont prévus en cas, etc., etc. Il y a des taxes qui sont perçues sur les produits, parce que c'est des produits d'importation, ce qui fait que c'est 30% plus cher. Voilà. Donc, moi, j'ai la vision d'une administration qui s'en occupe. À chaque fois que je suis allé dans les tunnels, j'ai été accompagné par des élus, des gens tout à fait officiels, de la police, des services de sécurité. Ça fait partie du mode d'approvisionnement normal de Gaza. Et ça, il y a même des flux extrêmement importants, au point que l'essence qui passe par pipe est moins chère qu'en Israël, et au point qu'en mars dernier, le prix du ciment était le même que le ciment du temps où il pouvait passer par Israël. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a des flux extrêmement importants, il y a des camions entiers de ciment qui sont déchargés, chargés avec des palettes qui circulent. C'est une véritable industrie, une administration qui existe, qui, je le pense pour l'instant, n'est pas corrompue. Je crois sincèrement que quand on est très religieux, très imprégné de caractère religieux, eh bien, on a une certaine éthique. On rencontre des gens qui sont bien élevés, qui ne sont pas violents. Moi, j'y crois. Dans l'immédiat, moi, j'ai un respect pour les gens qui ont des convictions, à condition que ça ne nuise pas aux autres. Et le fait d'être avec des chirurgiens qui s'interrompent 5 fois par jour pour faire leur prière, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand ils crachent dans les lavabos, qui se lavent les pieds dans les lavabos chirurgicaux. Ça, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose, moi, qui ne me dérange pas. C'est quelque chose que j'ai appris à connaître, à respecter. Et je crois que c'est justement parce que je respecte ça que eux me respectent malgré ma différence. Les journalistes occidentaux qui entrent à Gaza passent par Israël et donc ils sont accrédités par Israël. Et le critère d'accréditation de fait par Israël pour un journaliste occidental lorsqu'il entre à Gaza, c'est de casser du sucre sur le Hamas. C'est de déblatérer sur le Hamas, de marquer au coin son reportage d'un message islamophobe anti-Hamas. C'est la condition. Alors, ce qu'on peut observer quand même, d'abord, regardons-nous, en France, moi, ma mère, quand elle s'est mariée, elle a demandé à mon père, ça faisait partie du contrat de mariage, l'autorisation de travailler. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. La première fois qu'elle a ouvert un compte en banque, elle avait besoin de l'autorisation de son mari. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, vous voyez. Donc, est-ce qu'il faut véritablement faire un casus belli ou balancer des bombes au phosphore pour libérer les femmes à Gaza ou en Afghanistan? C'est sans doute pas la bonne méthode, mais je crois qu'on est tous d'accord. Soit on soutient les Gazaouis pour la liberté, ils décideront eux-mêmes de leur organisation, soit c'est un petit peu un autre combat. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de les mélanger tous les deux. Ce qu'on peut dire quand même, vous savez, qu'est-ce qui fait progresser la condition des femmes? C'est l'éducation, c'est l'alphabétisation. Dans tous les pays du monde, ça s'est passé comme ça. L'analphabétisme, ça n'existe pas à Gaza. Les écoles sont remplies, les écoles sont pleines. Alors bien entendu, les garçons succèdent aux filles ou les filles aux garçons, et ça n'empêche que tout le monde va à l'école. Dans les universités, comme dans toutes les universités du monde, moi je vais souvent en Algérie, il y a les mêmes chiffres, et dans ma fac, dans mon université, c'est pareil, vous avez une discrète majorité de filles qui réussissent. Les filles réussissent mieux que les garçons. Ça c'est vrai statistiquement dans tous les endroits où c'est blind, c'est-à-dire où vraiment chacun a la même chance, vous voyez. Donc tout ça, ce sont quand même des signes extrêmement encourageants pour l'avenir. Toutes ces femmes qui vont sortir ou qui sortent de l'université, eh bien, elles lisent, elles écrivent, elles parlent anglais pour la plupart, elles s'ouvrent aux médias. Qu'est-ce qu'on nous dit également, y compris Mohamed Rantisi, qui est sans doute l'un des plus pieux de Gaza, il est même moins pieux que sa femme d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous a inclinés à retourner à toutes ces pratiques religieuses? C'est le siège. Il cite l'exemple de son frère Abdelaziz, qui était l'adjoint du cheikh Yassine, et il dit Abdelaziz, quand il était jeune, il n'était pas du tout tourné vers la religion, sa femme, elle n'était pas voilée, etc., etc. Et aujourd'hui, il constate comme nous que la pression extérieure, eh bien, finalement, un peu comme dans nos contrées,
il y a un besoin qui se manifeste à travers un certain nombre de signes extérieurs. Il y a un besoin qui se manifeste de dire nous avons notre culture propre, nous avons nos racines propres, nous avons notre identité propre et nous faisons ce que nous voulons. Et je suis convaincu comme vous sûrement, que si la paix s'installait dans cette région, eh bien on verrait les choses évoluer très rapidement. Ne serait-ce que mon ami, là encore, excusez-moi d'être toujours terre à terre et citer des exemples, mais c'est la seule chose que je connaisse. Mohamed Rantisi, quand il était venu à Paris, c'était un garçon charmant qui a séduit toutes les femmes. Il n'est pas beau, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, par son esprit, par sa convivialité, il a séduit tout le monde et notamment toutes les femmes qu'il a rencontrées. Il adorait venir au restaurant chinois et discuter avec ma femme, plaisanter avec mes filles, etc. Bon, ben là-bas, quand on rentre chez lui, sa femme, je ne l'ai jamais vue que voilée. Je n'ai jamais pu parler plus de 5 minutes de choses sérieuses avec elle de suite. Eh bien, je sens bien que Mohamed Rantisi, qui montait derrière une fille en moto à Paris, eh bien, là-bas, il est malheureux un petit peu parce que il s'est bien rendu compte qu'il est passé un petit peu à côté d'un certain nombre de choses, même si ne l'avoue pas, si vous voulez. Donc, on sent bien que tout ça, ce sont des choses qui sont friables et qui vont changer progressivement, mais la pression aujourd'hui est telle, c'est une société de lutte, c'est une société de combat, c'est pratiquement, j'ai vu les chiffres de la natalité, c'est pratiquement la seule société au monde où les femmes soient aussi éduquées et où la natalité soit aussi élevée. Vous voyez, dans tous les pays où le niveau d'éducation des femmes monte, la natalité, la fécondité baisse. C'est le cas en Iran, elle est pratiquement la même qu'en Europe, aux alentours de 2. En Algérie, ça a chuté de façon vertigineuse. Et Gaza, ça reste une natalité extrêmement élevée. Autrement dit, tout ça, c'est le produit d'une société sous pression. Et je pense vraiment que ce sont des choses qui vont se régler progressivement. Un gouvernement d'union nationale, ça veut dire des ministres Hamas, c'est ça. Israël et les Américains ne l'accepteront pas. Des élections libres, ça veut dire le risque de perdre les élections pour le Fatah, et donc Israël et les Américains ne l'accepteront pas, etc. Mais sur le plan de la base, et même jusqu'à un certain niveau, il y a une vraie volonté de marcher ensemble. Ce que demande le Hamas, il demande à participer à l'OLP. C'est quand même la moindre des choses que le parti qui a reçu la majorité de suffrages à une élection libre fasse partie de l'instance de négociation avec Israël. C'est quand même pas extraordinaire, surtout quand on voit ce qu'a fait cette instance de négociation depuis 14 ans. C'est un véritable naufrage, c'est un véritable scandale. Il y a eu l'excellent petit bouquin de Ziad Klo, que vous avez tous lu, j'espère, sur ces pseudo-négociations. Vous savez, il y a une blague qui circule, il n'y a pas de pétrole en Cisjordanie, mais il y a quand même un puits de pétrole, c'est la cellule de négociation de l'autorité palestinienne. Parce que c'est de l'argent qui arrive à flot avec des gens qui sont payés, etc. Vous voyez, c'est la corruption complètement totale. Qu'au tout début, Israël n'a pas vraiment encouragé, mais disons, n'a pas découragé le Hamas au tout début. Mais ça a été vraiment au tout début, parce que lisez la biographie de Mohamed Rantisi, son frère, donc, qui est parmi les membres fondateurs du Hamas, en 87, c'est quand même pas vieux, il a été très rapidement harcelé par Israël, par l'administration israélienne, et notamment on l'a interdit de travailler à l'hôpital. Après, on lui a demandé des arriérés d'impôts, entre guillemets, colossaux pour son installation privée, alors qu'en tant que puissance occupante, il n'avait pas le droit de prélever des impôts. Autrement dit, là encore, j'entre dans les anecdotes, mais il y a des exemples de harcèlement dont ont été victimes le Hamas dès les années 88-89. On essaye de diriger un petit peu l'un contre l'autre, mais en tout cas, ce n'est évidemment pas Israël qui a créé un parti avec de fortes références religieuses, parce que les références religieuses, il les avait déjà. Et on a beaucoup plus d'exemples de massacres véritables de dirigeants du Hamas, de leur capacité de travailler ou de s'exprimer, que d'exemples contraires. Au moment de la guerre de 2008-2009, il y a des bombes qui sont parties des avions et qui ont tué Nizar Ryan, dont je n'avais jamais entendu parler, et ces 4 femmes, a annoncé la presse. Quand j'ai entendu parler
d'un membre, dirigeant du Hamas avec ses 4 femmes. Il y avait quand même à l'époque 2009, ça faisait 8 ans que j'allais à Gaza. J'avais jamais entendu parler de polygamie dans cette région du monde. Bon, alors je lui ai posé des questions. Alors on dit, Nizar-Riyad, effectivement, il était dirigeant du Hamas, mais enfin un dirigeant disons, de niveau tout à fait moyen, intermédiaire. Et m'a-t-on dit, qu'il avait 2 femmes qui n'étaient pas sa propre femme, mais qui étaient des femmes dont les maris avaient été assassinés par Israël. L'origine de la polygamie, c'était quoi? Au 8e siècle, toutes ces petites villes d'Arabie Saoudite, les gens se tuaient, se trisudaient tout le temps. Le travail des hommes, c'était d'aller à la guerre. Et la règle pour les femmes de 35 ans, c'était d'être veuves. Et donc, c'est la famille, le frère, le cousin, qui récupérait la famille comme ça. Bon, là encore, il faudrait un vrai travail pour savoir s'il y a de la polygamie à Gaza, mais personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Et bien, les islamistes fondamentalistes non plus. Je les ai jamais rencontrés. Alors, il y a un gars un jour qui, dans une mosquée à Rafah, a décrété l'émirat de Gaza, avec une douzaine de gars autour. Les gars du Hamas, ils ont envoyé l'armée, ils ont dit, écoute, tu nous rends toutes tes armes, vous arrêtez, sinon on tire dans le tas. Les gars ont dit non, ils ont tiré dans le tas, et puis ils sont pratiquement tous morts. Voilà, quand il y a un type qui pète les plombs, ou un fondamentaliste qui sort, voilà un petit peu quelle est la position officielle en face de lui. Mais il y a eu cet assassinat de Vittorio Arrigoni il n'y a pas longtemps, c'est cet Italien. Bon. Alors, je ne sais pas quelles sont vos informations, moi je vais vous dire les miennes, et elles valent ce qu'elles valent, hein, bien entendu. Il a été assassiné très rapidement après avoir été capturé. Dans l'affaire, il y avait un Jordanien qui était sous un faux nom à Gaza. On connaît son nom à Gaza, on connaît son nom à Jordanie. Il est passé par les tunnels. Bon. Puis, ils se sont retrouvés. Le gars a été invité à déjeuner, et puis il a été tué. Les 2 autres surpris se sont carpatés, effarés. Bon. Et puis, on a dit que le gars avait été fait prisonnier, Vittorio a été fait prisonnier pour libérer un fondamentaliste qui était en prison. Il y a des fondamentalistes qui sont en prison. Bon. Le fondamentaliste en question, il aurait déclaré qu'il avait demandé à personne d'aller assassiner ce pauvre Italien. Voilà. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la personne en question a téléphoné en Jordanie à sa famille en disant « Bon, je reviens avec de quoi bien vivre jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà. On n'a pas tellement l'impression que ce soit Al-Qaïda au Maghreb gazaoui qui soit derrière tout ça. On a plutôt l'impression que c'est une fois de plus une opération pour détruire l'image des Palestiniens, pour une fois de plus auprès de l'Occident pendant quelques mois ou quelques années, eh bien, coller une image de fondamentaliste horrible à ces Gazaouis. Gaza, ils sont très très sensibles à toutes les manifestations de l'extérieur qui sont médiatisées. Pendant les bombardements 2008-2009, je vais vous dire que même en salle d'opération, la pièce à côté, il y avait la télé. Quand les gars n'opéraient pas, ils étaient devant la télé pour regarder ce qui se passait à Milan, à Paris, à Londres, etc. Ils sont extrêmement sensibles à ça. À toutes les formes d'ailleurs, que ce soit le boycott, ils en parlent énormément. La flottille, je ne dirais pas qu'ils ont été enchantés parce que ça a été l'horreur, mais en tout cas, ils ont considéré que c'était un point, malheureusement, mais extrêmement positif pour Gaza, parce que ça avait donné un coup d'éclat médiatique sur le problème. Ça avait impliqué la Turquie, sur laquelle il compte beaucoup, parce que la Turquie fait partie de ces pays qui ont des gouvernements, des partis teintés de religion, et on voit que ça se passe bien quand même, donc c'est un peu un exemple. Le ministre des Affaires étrangères turc est un peu le mentor d'un certain nombre de grosses têtes à Gaza. Ils suivent ça de très près. Ils ont érigé sur le port de Gaza un monument commémoratif qui était en mars complètement fini. Il y avait juste encore les échafaudages pour les pauvres qui se sont fait assassiner. Donc ils sont extrêmement sensibles à ça, et ils écoutent, ils le regardent, et c'est très très important. Ça fait 60 ans qu'il y a des résolutions qui sont écrites, des déclarations d'intention, le mur illégal, etc., etc. Ce ne sont que des mots. La seule chose qui compte aujourd'hui, ce sont les faits. Et les faits, malheureusement,
ce sont souvent des faits militaires, ce sont des faits de résistance. Et c'est assez facile d'être ici tous non-violents, calés dans notre fauteuil, en prêchant une résistance non-violente, mais il y a des moments où j'ai l'impression qu'on est un petit peu décalé par rapport à la réalité. On nous explique que les colonies ont été évacuées parce que les Israéliens l'ont décidé, bien entendu, s'ils avaient décidé d'y rester et d'y mettre les moyens, ils seraient restés. Mais ça n'empêche que ce n'était plus tenable sur le plan sécurité non plus. Et donc, d'une certaine façon, la capacité militaire de la partie en face devenait conséquente. Et rien ne permet aujourd'hui de dire que la capacité de résistance de Gaza, même si elle est infiniment plus faible que la capacité des agresseurs, eh bien, rien ne permet de dire qu'elle n'augmente pas. Le simple fait que pendant la guerre de Gaza, il n'y ait quasiment pas eu d'opération au sol, ça veut bien dire que ces opérations au sol étaient risquées. Peut-être qu'un jour, les opérations aériennes, elles seront risquées aussi. L'autorité de Gaza s'est déclarée déjà depuis très longtemps, depuis plus de 2 ans, opposée à ces envois. Et ils ont tenu quasiment cette règle. Sauf que quand il y a une attaque israélienne, des morts et des blessés, il est vraisemblable que vous ne pouvez pas empêcher un gars dans un coin d'aller prendre un tube et de le balancer, parce que des tubes, ils sont fabriqués un peu partout. La position actuelle, et depuis longtemps, c'est aucun attentat à l'intérieur du territoire israélien. Souvenez-vous, avant la guerre de 2008-2009, il y a eu 18 mois où il n'y a eu quasiment rien. Et il y a eu toute une série d'attaques israéliennes avec des morts et des blessés. À ce moment-là, la trêve a été rompue, mais elle a été rompue de la partie israélienne. Je pense que vous avez tous suivi la chronologie. Israël a intérêt à ce qu'il y ait une requête de temps en temps, histoire d'entretenir la tension. Vous parlez de la reconnaissance à l'ONU. Il y a un État qui a été reconnu par un vote de l'ONU il y a bien longtemps. Je n'entre pas dans la discussion de savoir si c'était légitime ou pas, c'est la RSD, la République sahraoui démocratique. Bon, il ne s'est rien passé depuis. Et entre la déclaration et l'application sur le terrain, aucune des résolutions de l'ONU n'a été appliquée sur le terrain depuis 1948. Aujourd'hui, Israël ne reconnaît pas l'occupation. Ils disent non, on n'occupe pas, donc ça évite d'avoir toutes les implications d'un occupant qui devrait occuper, qui devrait administrer, prévoir, survenir à certains besoins, etc. On ne reconnaît pas zone de guerre, donc les lois de la guerre, les conventions de Genève ne sont pas appliquées, etc. La seule véritable façon d'appliquer sur le terrain, si les Américains le souhaitaient, c'est d'avoir des sanctions immédiates si les résolutions ne sont pas appliquées. C'est le pays le plus subventionné du monde. Tant que ces subventions seront là, il ne se passera rien sur le terrain. À très long terme, de toute façon, on ne peut être qu'optimiste. Mais les Palestiniens sont une population de X millions d'habitants, 7, 9 millions, 7 millions de réfugiés, puis 3 millions, 10 millions, 11 millions. Ils sont toujours présents, ils sont sur place, et ça, c'est ce qui fait leur force. Donc Israël, administration aujourd'hui, est dans une situation impossible, que ce soit pour contrôler l'extérieur comme pour contrôler l'intérieur. Donc ça, c'est un facteur de déstabilisation majeur, c'est une situation qui n'est pas durable à terme. Donc il y aura forcément une démocratisation qui va s'installer sur l'ensemble de ces territoires, et on va s'apercevoir finalement que ce que l'on sait parfaitement par la génétique d'ailleurs, que la totalité des descendants des Hébreux d'il y a 2000 ans font partie de la population palestinienne islamisée d'aujourd'hui. C'est quand même ça la réalité des choses, et le Proche-Orient deviendra l'Europe. Ça, c'est à long terme, mais on est encore aujourd'hui sur des positions relativement archaïques sur le plan diplomatique.